Bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux, que le repas et le vin blanc et rouge ne vous a pas complètement tué. Merci donc d'être là pour écouter cette présentation qui traitera d'ossements humains. En effet, l'étude des ossements humains, crânes et squelettes post-crâniens de la dune de Anney à Wauka, île Marquise, revêt une importance particulière car les hypothèses formulées, si nous arrivons à les vérifier, apporteront un nouvel éclairage sur l'état de santé des populations habitant l'archipel à l'époque pré-européenne. Des sépultures et des restes humains ont été découverts lors de travaux archéologiques ou de restauration de monuments sur 4 des 14 îles composant l'archipel. 8 sites principaux listés sur cette diapositive sont connus. D'autres restes peu nombreux ont également été retrouvés lors de sondages dans d'autres sites et notamment dans les fouilles de Melinda Allen. Nous nous intéresserons ici plus précisément aux restes humains découverts par Emmanuel Vigneron en 1984 sur le site de Annay. Les restes humains et sépultures sont découverts dans des contextes différents. Ici, je vous montre ceux mis au jour dans une fosse silo du Towa de Teipokanukuiva. Dans ces contextes de sites cérémoniels, seules certaines parties du squelette sont généralement retrouvées. Nous interprétons l'ensemble illustré à droite comme étant le résultat d'un geste de protection d'éléments importants constitutifs des pratiques religieuses pré-européennes réalisées à un moment où les crânes étaient enlevés pour alimenter les collections des musées occidentaux. D'autre part, d'autres restes, comme ceux du Marae Ipona à Ivaoa, qui ont été étudiés par Émilie Pérez, ces restes correspondraient plutôt à des sacrifices. Dans d'autres sites, les archéologues ont mis au jour des sépultures dans des contextes domestiques, comme ceux découverts sur le site de Atuatua à Nukuiva par Robert Suggs à la fin des années 50. Des inhumations primaires, fléchies ou étendues, ont été observées sur ce site, mais la forme funéraire la plus fréquente semble avoir été l'inhumation secondaire en fagot. Les crânes associés aux mandibules étaient souvent enterrés séparément. Les 2 incisives centrales supérieures étaient, d'après Suggs, retirées pour permettre le passage d'une cordelette utilisée pour attacher les mandibules aux blocs crânio-faciaux, formant ainsi des crânes trophées. Dans d'autres cas, les sépultures sont interstratifiées avec d'autres structures, telles que des pavages, et sont fossilisées dans la dune. C'est le cas notamment sur le site de Maniena, à Wauka, où les archéologues ont découvert non seulement 39 sépultures humaines, mais aussi 11 sépultures de cochons et 2 sépultures de chiens. L'analyse des sépultures humaines de Manena a permis de montrer que la séquence funéraire pouvait être longue et compliquée, notamment incluant l'inhumation de corps momifiés. Le site de Anney à Wauka est sans doute celui qui a livré le plus de sépultures, une cinquantaine au total. Elles ont été découvertes au cours de 3 programmes qui sont listés sur cette diapositive. 3 programmes distincts qui ont permis de remarquer que les sépultures découvertes à Année correspondaient à des pratiques funéraires plus simples, différentes de celles décrites pour Atuatua. Pratiques simples correspondant généralement à des inhumations primaires dans des positions diverses, généralement fléchies, sans retrait du crâne après décomposition. Les sépultures mises au jour en 2009 sont illustrées en bas sur la diapositive, et je remercie Guillaume de m'avoir passé un certain nombre de photos.
Elles ont été datées directement des 15e, 16e siècles. En fait, on a très peu de données bioarchéologiques publiées. Il n'y a que 2 articles correspondant à des analyses de série, ainsi que des études de quelques dents et os isolés retrouvés dans les sondages. Les 2 études menées sur Année et Atuatua ont permis de constater que très peu de lésions paléopathologiques étaient observées chez les adultes et qu'il n'y avait aucune différence significative entre les sexes, ceci pour la plupart des indicateurs de santé qui sont listés sur le tableau à droite. On notera qu'il n'y a aucun signe de traumatisme, aussi bien à Atuatua qu'à Année. Année correspond aux sépultures fouillées par Sinoto, hein. Donc là, aucun signe de traumatisme, pas de signe d'infection et des fréquences de pathologie dentaire faibles. En revanche, Michael Pietrusewski et collaborateurs ont noté qu'il existait des lésions suggérant des infections, anémies ou maladies métaboliques sur les squelettes d'enfants. 13 sépultures ainsi que des restes humains remaniés ont été mis au jour par Emmanuel Vigneron à Année lors d'une fouille de sauvetage en 1984, fouille de sauvetage menée en raison de dommages causés au site par des pluies torrentielles. Le site de Année, sur la côte sud de Wauka, est un site dunaire qui évolue rapidement, fonction de facteurs climatiques. Les sépultures mises au jour par Vigneron présentent les mêmes caractéristiques que celles découvertes lors des autres fouilles, mais pour le moment, elles n'ont pas encore fait l'objet de datation. Les restes osseux sont jusqu'à présent conservés dans les réserves de la Direction de la culture et du patrimoine de Polynésie française, où nous avons pu les examiner. Parmi ces 13 sépultures, 12 ont livré des squelettes adultes, masculins et féminins, dont 5 présentaient des éléments crâniens. Dans sa thèse, Vigneron signalait l'état de délabrement des dents et de leur tissu de soutien de l'os alvéolaire, donc, dont l'analyse va nous intéresser plus spécifiquement aujourd'hui. Pour cette présentation, nous allons nous concentrer sur un aspect particulier, les pertes dentaires antémortem, qui sont remarquablement nombreuses sur les individus découverts par Vigneron, alors que d'après Pietrusewski, leur fréquence est modérée sur les individus de Année découverts par Sinoto, ainsi que sur ceux de Atuatua. Tous les individus de notre série présentent des pertes dentaires antémortem. On appelle perte dentaire antémortem toute perte de dents réalisée avant la mort de l'individu. Lorsque cette perte se produit, l'alvéole correspondant se résorbe, se comble, comme on peut le voir sur ces illustrations. Et le vide que l'on observe, vide ou diastème, a une taille correspondant à celle de la dent perdue. Dans la série étudiée, les pertes dentaires antémortem, indiquées par des traits verticaux sur ces diagrammes, affectent non seulement les dents postérieures, molaires et prémolaires, mais aussi les dents antérieures, incisives et canines. Tous les individus ont perdu des dents postérieures. Tous, sauf un, présentent des pertes dentaires des dents antérieures. Ces pertes affectent systématiquement les dents supérieures, un peu moins fréquemment les canines et incisives inférieures. Leur nombre est variable d'un individu à l'autre, tout comme le degré de cicatrisation alvéolaire qui est variable d'un individu à l'autre. La photo illustre la perte des 4 incisives supérieures. Ah, déjà.
Les pertes, ces pertes dentaires peuvent résulter de plusieurs facteurs. Traumatisme, mais aussi maladies infectieuses telles que maladies carieuses ou maladies parodontales, ou encore être en relation avec d'autres maladies infectieuses chroniques. Il s'agit notamment des tréponématoses, famille de maladies à laquelle appartiennent la syphilis et le pian, mais il s'agit aussi de la lèpre. Toutes ces différentes causes ne sont pas mutuellement exclusives. Un cas particulier consiste en l'ablation volontaire des dents antérieures. Il s'agit d'une pratique bien connue dans les îles du Pacifique et qui existe, bien que ça soit controversé, dans le cas de Hawaï, où l'on dit que l'on retirait délibérément les incisives en signe de deuil, selon la technique illustrée sur cette diapositive. Euh, Ça pourrait être le cas à Année, comme on le voit sur la photo, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de documentation historique qui conforterait cette idée dans le cas de Année. Tous les individus présentent à des degrés divers des résorptions de l'os alvéolaire, contenant les dents encore en place. Il présente aussi des perforations, fenestrations, des abcès, des dépôts de tartre, des caries. La présence de ces lésions et leur fréquence indiquent que les individus ont souffert à la fois de la maladie carieuse et de la maladie parodontale. Ces deux maladies, dont on voit les stades évolutifs à droite sur la diapositive, sont des maladies infectieuses qui, si elles deviennent chroniques, ont un impact important sur la santé des individus. Toutefois, on peut émettre une remarque qui est que ces deux maladies affectent essentiellement les dents postérieures, première et seconde molaires, et plus rarement les prémolaires et les canines. À nez, d'autres indices suggèrent la présence d'autres maladies infectieuses qui ont pu avoir un impact sur l'os alvéolaire et les dents. On a observé une réduction et même une disparition de l'épine nasale antérieure. On a observé l'aspect émoussé des rebords de l'ouverture nasale, des porosités au niveau du palais et du plancher nasal. Ces modifications de la sphérino-maxillaire se retrouvent dans plusieurs pathologies infectieuses telles que les tréponématoses, illustrées à gauche, et la lèpre, illustrée à droite. Cependant, les individus de Hannay se distinguent par l'absence d'une claire récession au niveau du prostion, c'est ce qu'on voit à droite, qui est un signe précoce du faciès léprosa, que l'on peut voir donc à droite. Et les crânes de Hannay se distinguent aussi par l'absence de lésions de la voûte crânienne qui sont typiques des tréponématoses. Cependant, des observations réalisées sur le squelette postcrânien permettent d'étayer la discussion. Deux individus de Hannay présentent un ensemble de lésions remarquables sur le squelette appendiculaire, tous deux illustrés ici. Il s'agit dans les deux cas d'adultes féminins. Dans le cas qui est à gauche, on observe une destruction et une atrophie de l'extrémité distale d'un métatarsien, en plus de signes de périostite sur la diaphyse du métatarsien. Et sur le deuxième individu, on a une atrophie de l'extrémité distale d'une phalange distale. On peut comparer ces observations à ces radiographies que l'on voit à droite, et ces radiographies sont des radiographies de pieds de lépreux. La lèpre, du fait d'une atrophie du système nerveux et musculaire, cause une réduction, une atrophie des restes osseux.
des pieds et des mains et cause au bout d'un certain temps des amputations des extrémités. Donc là, je pense qu'on a un petit faisceau de faits qui nous laisse suspecter la présence de lèpre à Année sur ces individus qui, pour le moment, ne sont pas encore datés. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il existe un autre cas de lèpre à Manina qui est daté du XVe siècle. Ici, sur ces images de Pascal Sellier, on observe les modifications de la sphère rhinomaxillaire, modification et atrophie des os des pieds et modification de la forme de l'articulation de la main. Nous allons donc continuer l'étude et en particulier tenter, grâce au projet Génonésia que Cosimo Post et Étienne Patin vont présenter tout à l'heure, nous allons essayer de développer un volet spécifique sur ces collections pour essayer de voir si l'on peut retrouver les bactéries responsables des maladies infectieuses dont ces individus ont pu souffrir. Merci de votre attention.